Bonjour et bienvenue pour le 18e épisode du podcast En lien. Je suis hyper contente de vous retrouver, de reprendre mon micro. J'ai fait une pause de 2 semaines qui n'était pas particulièrement prévue, mais on a été en vacances scolaires comme vous tous là pour les vacances de Pâques et j'avais pas anticipé. Je fonctionne vraiment à flux tendu pour les enregistrements. Souvent, je m'y prends la semaine d'avant pour poster le lundi. Et donc, j'ai pas réussi à caler dans mon emploi du temps l'enregistrement d'un épisode. Donc, vous avez eu 2 lundis sans épisode. Je croise les doigts là, on est jeudi. Demain, c'est vendredi, c'est férié, ce sera le 1er mai. L'épisode est censé sortir donc lundi. J'espère avoir le temps de finir de le monter aujourd'hui. Demain, je vais pas travailler. Voilà, on va profiter de ce long week-end avec ce férié. Et lundi, ben, il est censé sortir à 7 heures. Donc, si j'arrive pas à le monter dans l'après-midi, peut-être qu'il sortira mardi. Voilà, je prône la flexibilité. C'est pas très grave si on n'est pas sur un lundi. Vous l'aurez en tout cas la semaine prochaine, c'est sûr. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de vous partager 3 clés au sujet des écrans. C'est un des sujets qui revient beaucoup avec les parents que j'accompagne, qui est très présent aussi dans ma famille, qui a été très présent surtout quand mes enfants étaient très petits. Pour vous le rappeler, mes 3 enfants ont maintenant 16, 12 et 8 ans. Donc les écrans, ça devient moins un sujet. Remarquez, il y a d'autres challenges, mais ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est beaucoup pour les plus jeunes enfants. Donc on va dire à partir de 3 ans. La première clé indispensable que vous mettez déjà peut-être en place dans votre famille, définir un temps d'écran à l'avance avec votre enfant. Pour ça, vous pouvez utiliser un minuteur coloré qu'on trouve très facilement et que vous avez déjà peut-être dans votre famille. La raison pour laquelle c'est important de définir à l'avance et d'en parler à l'avance avec votre enfant, c'est ce besoin de prévisibilité. Le besoin de prévisibilité, quand ils sont petits, qu'ils ont du mal avec la notion du temps qui passe, est très sécurisante pour les enfants. Peut-être que vous l'avez entendu dans d'autres situations. Souvent, on conseille aux parents de dire aux enfants ce qui va se passer dans la journée pour que, par exemple, si on a un rendez-vous chez les médecins, souvent quand on est pris par le temps, on peut se dire ah bah vite, on va dans la voiture et on n'a pas forcément annoncé à nos enfants quel est le déroulé de la journée, qu'est-ce qu'on est en train de faire. On a notre programme en tête, nous on sait où on va, ce qu'on veut, ce qu'on fait, et nos enfants ont tout autant besoin que nous de savoir ce qui est prévu dans leur journée. Savoir ce qui va se passer, c'est sécurisant. Mais c'est pareil pour nous les adultes. Imaginez votre conjoint, votre conjointe vous trimballe comme ça à droite, à gauche pendant toute une journée sans vous dire le pourquoi du comment, où il va, etc. Comment vous vous sentiriez? Vous vous sentiriez un peu ballotté, insécure, à pas savoir à quoi vous attendre, irritable. C'est pareil pour nos enfants. Alors après, je mets un bémol sur ça parce que parfois, à trop vouloir aussi les prévenir, anticiper, on peut créer aussi un peu d'anxiété. Donc ça, j'y reviendrai dans un autre épisode, mais c'est pareil, faire preuve de bon sens et pas tout déballer, tout dégainer comme ça pour un peu se soulager. Moi, ça m'est déjà arrivé de leur dire, bon, on va faire ça, ça, ça et ça. Pouf, c'est fait, c'est dit. Et en fait, parfois, ça crée encore plus d'anxiété parce que on a déballé ça un peu pour se débarrasser sans vraiment prendre en compte ce qui se passait pour eux. Et il y a des enfants qui sont plutôt anxieux et qui vont avoir besoin pour qu'on les sécurise, qu'on leur dise ce qu'on va faire. Et parfois, c'est un cercle vicieux parce que ça devient un peu comme un comportement compulsif et sans faire exprès, au lieu de calmer l'anxiété, on va l'alimenter. Bon, c'est vraiment un autre sujet qui est tout aussi intéressant, mais que je ne vais pas développer en entier ici. Deuxième clé, très complémentaire à la première, laissez votre enfant terminer l'épisode qu'il est en train de regarder en entier, même si le temps d'écran a été dépassé. Ça arrive très souvent, on n'entend pas le minuteur, pouf, un autre épisode s'enchaîne. Comme on avait décidé que c'était un seul épisode et que c'était 20 minutes d'écran, eh bien on va arriver comme ça en furie, oh là là, j'ai pas vu, vite, on arrête la télé, ça suffit. Ah non, y a pas moyen que tu fasses une crise, tu étais prévenu, on avait dit un épisode, c'est un épisode, 2 choses à comprendre. Couper un épisode subitement à un enfant alors qu'il était à fond dedans, c'est hyper frustrant. Soit on en est hyper conscient et on décide quand même de stopper. Et à ce moment-là, on ne va pas attendre de notre enfant qu'il soit content, qu'il le prenne bien et qu'il ne fasse aucune crise. C'est juste impossible. Mettez-vous à sa place. Vous êtes en train de regarder une série super prenante que vous adorez et soudain, votre partenaire vient et coupe la série en pleine intrigue. Comment vous réagiriez, vous? Est-ce que vous seriez capable de mettre votre frustration de côté ou est-ce que vous en prendriez à votre partenaire? La réalité, c'est que quand on est frustré,
on manifeste sa frustration. Nous-mêmes adultes, on n'est pas toujours capable de manifester notre frustration sans crier, sans être en colère, sans s'en prendre à l'autre, sans être agressif. Alors imaginez que votre petit bout de 3, 4, 5 ou 6 ans vive ce genre de frustration. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut attendre de lui qu'il le prenne bien? C'est juste pas possible. Donc si on n'a pas le choix ou si on a décidé que c'était comme ça, on peut couper évidemment, mais à ce moment-là, on est réaliste et on se dit que oui, on va avoir une crise. Et ce que je vous préconise de faire, parce que vous le savez, ici, on est dans le podcast En lien. Donc, je vais vous proposer de vous mettre en lien dans cette situation. On a décidé de couper. Mais oui, mon chéri, oui, ma chérie, c'est hyper compliqué. Je sais, t'étais dedans, t'étais dans l'intrigue, je suis désolée. Mais on ne peut pas continuer l'épisode. Mais t'as le droit d'être frustré. Et on ouvre ses bras. Et je dis pas que c'est facile, hein, parce que quand on entend notre enfant criser, on se sent agressé par les cris, par les bruits. Et puis on n'a jamais reçu ça quand on était enfant. Quand on a fait une crise, on a été envoyé dans notre chambre, on a été puni, on a été blâmé de pénible, de boudeur, de chiant. Donc, c'est pas quelque chose qui est naturel. Mais si vous arrivez à vous remémorer ce que ça vous aurait fait à vous, qu'on coupe comme ça subitement, vous auriez fait. Évidemment, vous auriez été en colère. Et si en plus votre partenaire vous avait dit non mais ça va, tu vas pas en faire tout un flanc, de toute façon on avait dit que c'était fini, comment vous le prendriez? Alors que si votre partenaire vous disait eh oui mon cœur c'est vrai, je suis désolée, t'étais à fond dans l'intrigue, je suis désolée de te faire vivre ça. Euh, est-ce que ça passe pas mieux? Est-ce qu'on se sent pas compris et du coup on s'apaise? Donc c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, c'est que quand notre enfant est frustré, déjà il ne fait pas ça pour nous embêter. Si dans cette situation il est frustré, c'est parce que vraiment ce qu'il est en train de vivre, c'est frustrant. Si on en rajoute une couche en le blâmant d'être frustré, en lui demandant de s'arrêter, parce qu'au fond, ce qu'on veut, quand c'est fort comme ça, quand c'est bruyant, ce qu'on veut, c'est que ça s'arrête. Et on fait quelque chose d'hyper contre-productif, c'est qu'on va accuser, qu'on va blâmer. Et ça ne va faire qu'alimenter la crise. Alors que si on se met en empathie, si on se met en lien, si on se met en compréhension, et que notre enfant se sent compris, ben, sa crise, elle va s'apaiser. Et c'est ça qu'on veut au fond. Donc, tout ce que je vous dis là, en réalité, une fois qu'on l'a chopé, qu'on l'a compris, c'est juste du bon sens. C'est difficile à faire parce que ce n'est pas naturel, parce qu'on ne l'a pas reçu. Mais le fait de se mettre à sa place, de transposer, qu'est-ce que ça m'aurait fait à moi? Rien que ça permet un peu de se mettre en empathie et de faire ce fameux pas de côté dont je vous parle à longueur de temps. Et la troisième clé qui rejoint la seconde, mettez-vous aussi un minuteur de votre côté quelques minutes avant la fin du temps d'écran. Plusieurs intérêts à cela. Premièrement, vous pourrez vous assurer qu'il n'enchaîne pas un nouvel épisode et donc on ne se retrouve pas dans la situation dont je parle juste avant. Deuxièmement, ça vous permettra de le sortir de son hypnose. Vous le savez peut-être, mais les écrans créent une sorte d'état d'hypnose et c'est ça qui rend difficile aussi l'arrêt, c'est qu'on est complètement dedans et quand on coupe d'un coup, c'est presque douloureux d'arrêter. Donc le fait de vous mettre à côté de lui quelques minutes avant la fin du programme, ça vous permet de connecter et de lui poser quelques petites questions pour le sortir doucement de cet état d'hypnose. Qu'est-ce que tu regardes? On se met en lien et on lui permet de transitionner en douceur. Et si vous n'avez pas la possibilité de le rejoindre quelques minutes avant, c'est pas grave, mais c'est pareil, on ne va pas exiger que ce soit facile, que ce soit simple, que ce soit sans accroc. On va se mettre à sa place et on va se dire que oui, on était super content de regarder cette émission, c'est un peu dur de décrocher, donc on va se mettre en lien. On arrête de se dire que c'est un petit capricieux et qu'il a déjà eu un épisode, il devrait être déjà bien content qu'on ait dit oui. On se met à sa place et on se dit, bah ouais, quand on a commencé une série et qu'on est à fond dedans, on aurait bien aimé enchaîner les épisodes jusqu'à pas d'heure. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait très souvent. Et après, on n'arrive plus à se lever le matin. Et le troisième intérêt à venir un petit peu avant la fin de l'épisode avec lui, c'est lui faire plaisir. Voir que tu t'intéresses à ce qu'il regarde et ensuite pouvoir peut-être échanger sur ses personnages préférés, sur ce qu'il a fait rire, etc. Ça crée du lien, ça crée de la connexion, ça remplit le réservoir affectif. Pourquoi s'en priver? Pour récapituler, voici les 3 clés dont j'ai parlé. La première, définir un temps d'écran à l'avance avec votre enfant. Deuxième clé, le laisser terminer l'épisode en entier à partir du moment où il a été commencé. Et la troisième clé, venir quelques minutes avant pour le sortir de son hypnose. Vous le savez parce que j'en parle dans plein d'épisodes, mais je suis pas une grande fan d'astuces. Pour moi, c'est bullshit parce que
Dans ce que je vous ai partagé là, oui, je vous ai dit, vous pourriez faire ceci ou cela, mais la réalité des choses, c'est que la clé principale et qui ressort dans tous les points que j'ai abordés, c'est l'empathie. Et c'est ça qu'il est hyper important de développer. Ce côté empathique, ce côté je me mets à la place de mon enfant et je me demande si j'aurais aimé vivre ça. Souvent, on entend, il y a vraiment deux teams de spécialistes dans la parentalité, de deux grandes teams en tout cas qui ressortent. Les parents, la parentalité positive, qui est souvent associée à éviter toute frustration aux enfants, qui en réalité n'est pas du tout ça. Mais bon, je crois que oui, je l'ai développé dans un épisode à part entière et je pense que je reviendrai sur le sujet parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Et la team ancienne école, old school, qui dit qu'il faut apprendre la frustration aux enfants parce que le monde est frustrant, donc il faut leur apprendre la frustration. Le monde des enfants est par nature frustrant. On n'a pas besoin d'apprendre la frustration aux enfants. Ce qu'on a besoin de développer chez eux et qu'ils ont naturellement, c'est l'empathie. C'est ce qu'on avait aussi quand on était petit, très naturellement. Je ne sais pas si vous vous rappelez de vous peut-être avoir été peiné par certaines situations, prendre à cœur, avoir du mal avec l'injustice, etc. On est avec de l'empathie, nous sommes des humains, nous sommes empathiques par nature. On la perd au fur et à mesure parce que quand on était petit, on n'a pas reçu d'empathie quand on vivait des émotions difficiles. Et c'est ce qu'on va avoir tendance à reproduire avec nos enfants. Mais à partir du moment où on apprend régulièrement à revenir sur les situations avec un nouveau regard, en se mettant à la place de l'enfant, on va sortir du rapport de force et on va pas se faire bouffer par nos enfants parce que c'est ça dont on a peur souvent quand on est parent, c'est si je suis trop empathique, alors on le formule pas forcément comme ça, mais si je suis trop doux dans certaines situations, est-ce que je vais pas me faire bouffer? C'est l'inverse qui se produit. Plus on est empathique avec nos enfants, plus ils développent leur empathie, ils sont empathiques avec nous et c'est un cercle vertueux. Il y a beaucoup d'écoute dans la famille, beaucoup de soutien, beaucoup d'entraide, même dans la fratrie. Donc du parent vers l'enfant, de l'enfant vers le parent et entre frères et sœurs. C'est vraiment beau à expérimenter. C'est ce que je vis depuis plusieurs années maintenant avec mes enfants parce que je le dis aussi dans un épisode, je sais plus quel numéro c'est, mais ma bascule, mon changement de vision, mon changement de posture dans ma parentalité, il est survenu, je pense maintenant il y a 7 ans. Donc mes aînées étaient déjà grandes. Ma seconde avait 4 ou 5 ans quand j'ai commencé et en fait ça a complètement fait basculer les relations, même dans mon couple. J'ai complètement changé d'optique et c'est ça que je permets, que je propose en accompagnement avec les parents parce que c'est pas facile, c'est pas simple, c'est pas magique. Il y a pas, hop, allez, je te donne deux, trois clés et tu vas voir, ça va simplifier ta vie de famille, tout sera serein, harmonieux, tes enfants vont coopérer. C'est pas facile, ça demande vraiment un changement de regard, ça se fait progressivement, mais c'est magnifique. Croyez-moi, c'est magnifique. Et je pense que c'est ce qu'on veut pour notre famille, que les uns les autres se sentent compris, qu'on puisse parler librement, qu'on se sente bien, qu'on se sente aimé, sécurisé. Voilà, c'est ce que je vous souhaite en tout cas de vivre dans vos familles et c'est ce que j'essaie de faire vivre aux parents que j'accompagne. Et c'est mon cheval de bataille, ce sont mes convictions, mes valeurs. Et si vous avez un mot à retenir de cet épisode, au-delà des astuces et des clés que je vous ai données au sujet des écrans, c'est l'empathie. Développez votre empathie. Vous l'avez. Elle est juste enfouie, recouverte de tout un tas d'émotions non digérées depuis l'enfance, mais elle est là. Venez vous y reconnecter. Voilà, je vous remercie de votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à m'encourager en venant me le dire. Je vous dis à dans 2 semaines pour le 19e épisode.